Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Toc Toc Docteur, l'émission santé mensuelle du Figaro. Alors l'émission que nous vous avons préparée aujourd'hui fait écho à une tribune publiée dans Nos Pages le 18 mars, signée par une centaine de médecins et de professionnels de santé. Ce texte a ravivé le débat autour des médecines dites alternatives. Les signataires, qui sont aujourd'hui au nombre de 2265, s'en prennent notamment à l'acupuncture, à la mésothérapie ou encore à l'homéopathie. Ces pratiques, écrivent-ils, sont basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse et sans risque, alors qu'en plus d'être inefficaces, elles seraient, je cite, dangereuses. Nous avons donc choisi aujourd'hui de nous intéresser à l'homéopathie uniquement. Cette pratique, vieille de plus de 2 siècles, est basée sur des concepts qui n'ont jamais cessé d'être remis en cause depuis sa création. Et pourtant, elle bénéficie d'un certain engouement, tant de la part de la population française que des quelques 5000 médecins homéopathes qui la prescrivent. Alors pourquoi l'homéopathie est-elle si controversée? Sur quels principes repose-t-elle? Que disent les données de la science? Faut-il, comme l'a affirmé récemment la ministre de la Santé Agnès Buzyn, continuer à rembourser ces granules? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous sur le plateau aujourd'hui Christian Lehmann. Christian Lehmann, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et co-signataire de la tribune publiée dans le Figaro. Pour discuter également avec nous, Juliette Ferry-Danini, qui est chercheuse en philosophie de la médecine à l'Université de la Sorbonne. Et vous avez été récemment interrogé par un article de Slate. L'article s'intitule « Fake Médecine, vraie question de société ». Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous aujourd'hui Aurélie Franc et Anne-Laure Lebrun, toutes les deux journalistes au Figaro Santé. Alors, Christian Lehmann, les signataires de la tribune demandent à ce que les médecins et professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire de l'homéopathie ne soient plus autorisés à le faire et que l'homéopathie ne soit plus remboursée, ou encore que le public soit mieux informé sur l'efficacité réelle de ces pratiques. Pourquoi ces revendications interviennent maintenant alors que l'homéopathie a plus de 250 ans? Parce qu'au bout de 250 ans, peut-être que la messe est dite. Si au bout de 250 ans, vous n'arrivez pas à faire la preuve de l'efficacité de ce que vous vendez à la population, il faut peut-être se poser des questions. Parce que la réponse qui est donnée, c'est votre science n'est pas assez complexe, elle n'est pas assez pertinente. Nous avons des mécanismes qui dépassent les lois de la physique et de la chimie. Je ne sais pas, mais en 250 ans, on a inventé la transfusion, on est allé sur la Lune, on a des avions qui fonctionnent. Je pense qu'on peut savoir que quand on dilue des milliers de fois une molécule de, je ne sais pas, de foie de canard ou de blaireau écrasé, ben, il ne reste rien. Et que donc, ce qu'on vend aux patients, c'est rien, c'est du vent. Et en tant que médecin, ça me pose problème. On est dans une modification où le médecin n'est plus cette figure paternaliste qui n'explique rien, qui vous dit « vous prenez ça et on n'en parle plus ». On est dans une réflexion où on veut donner du pouvoir aux patients. Et donner du pouvoir aux patients, déjà, ça commence par ne pas lui mentir. Et comment les signataires de la tribune sont entrés en contact les uns avec les autres? Parce que c'est quand même une première. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos détracteurs imaginent qu'on a un agenda politique derrière, ou par exemple qu'on est instrumentalisé par Big Pharma ou autre. Pas du tout. Ce sont des médecins qui sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, des anesthésistes, des chefs de service d'urgence, un cardiologue, des généralistes, des jeunes qui sont en train de s'installer. On discute de manière informelle des difficultés qu'on peut avoir, des difficultés qu'on peut voir quand on a des patients qui n'adhèrent pas à une médecine basée sur les preuves parce qu'on leur a vendu un remède miraculeux. Et certains d'entre eux se sont dit on ferait bien un papier, un article là-dessus. Et ça s'est monté lentement, un travail de fond pendant des semaines ou des mois avant que la tribune arrive. Alors effectivement, lorsqu'elle arrive, elle fait l'effet d'une bombe, mais c'est un travail de fond et pas une vengeance ou quelque chose comme ça. C'est, je ne sais pas comment dire, quand vous êtes médecin, vous avez un savoir et un pouvoir, et ça vous donne des devoirs. Et les devoirs, c'est de dire les choses. Or, on est tous régis par le Code de déontologie, et dans son article 39, il dit « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Ce n'est pas moi qui utilise le mot charlatanisme, ce n'est pas nous, c'est l'ordre des médecins. Et donc on s'est tourné vers lui pour lui demander
Mettez les choses en conformité avec le code. Et on reviendra plus tard sur ce code de la santé publique. Juliette Ferry-Danini, vous êtes chercheuse en philosophie des sciences. Vous n'êtes pas signataire de la tribune. Quel est votre sentiment sur cette tribune et puis les remous qu'elle a suscité, les réponses de la part de la ministre de la Santé notamment, on verra ça plus tard. Déjà, je l'ai signé après la... Ah, vous l'avez signé, d'accord. Ouais. Okay. J'ai trouvé la tribune ferme, mais en même temps juste. La tribune apporte des arguments à la fois scientifiques, législatifs, légaux et éthiques contre le remboursement notamment de pratiques alternatives en médecine. Et en même temps, on a ça d'un côté, des arguments, je l'ai dit, assez justes, assez pas du tout violents. Et de l'autre côté, on a eu cette polémique qui a grossi, etc. Parce qu'on rappelle que certains médecins homéopathes ont en retour porté plainte auprès de l'ordre des médecins et on ne sait pas encore ce qui va se passer pour les signataires de la tribune, on le verra après. Je vous laisse poursuivre. Et du coup, je pense que ça pose une question, la question c'est de savoir comment on identifie cette fracture entre d'un côté une partie du public, une partie de gens qui pratiquent ce genre de médecine et de l'autre la médecine scientifique. Donc les institutions scientifiques, les institutions médicales, et comment on arrive à conceptualiser ça. Est-ce que les gens utilisent l'homéopathie parce qu'ils ne comprennent pas son fonctionnement, ou est-ce que c'est parce qu'ils manquent de confiance dans la science, dans la médecine scientifique? Si c'est un manque de confiance, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a un manque d'information? Oui, en plus de ça, ça pose des questions éthiques. Et par là, je veux dire, ça pose des questions de savoir. Moi, j'ai l'impression que dans cette polémique, beaucoup ne voient pas qu'il y a des vrais problèmes éthiques avec les médecines alternatives. Et on verra lesquelles se posent un peu plus tard dans l'émission. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous parliez d'un manque d'information. Voilà, justement, on va plonger dans l'histoire puisque Aurélie va nous raconter en fait comment est née l'homéopathie et sur quels principes elle repose depuis sa naissance. Alors, je vous laisse commencer. Voilà, on le voit derrière nous ou à côté sur l'écran. L'histoire de l'homéopathie, elle commence en 1796 avec un monsieur qui s'appelle Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Alors à l'époque, le médecin allemand s'intéresse à un petit arbuste, le quinquina. Une préparation à base de l'écorce de cette plante est alors réputée pour guérir les fièvres paludiques. Samuel Hahnemann, lui, il n'est pas malade, mais il décide tout de même de tester la préparation sur lui. Et il ressent alors, en testant cette préparation, les symptômes de la fièvre paludique sur lui. Pour lui, c'est une révélation. Il postule donc simila similibus curantur, ce qui veut dire les semblables sont guéris par les semblables, ou plus simplement, il faut soigner le mal par le mal. Samuel Hahnemann considère en fait que si une substance produit des symptômes de la maladie sur une personne saine, elle doit alors, à petite dose, être capable de guérir cette même maladie. C'est le fondement de l'homéopathie, c'est ce qu'on appelle le principe de similitude. Le deuxième principe développé par Samuel Hahnemann est celui de la globalité ou de la personnalisation, c'est-à-dire que la maladie dépend des prédispositions de l'individu et on ne doit pas seulement guérir les symptômes de la maladie et la maladie, mais tous les aspects de la vie et des symptômes du patient. Les deux derniers principes fondateurs de l'homéopathie, que l'on voit sur l'écran, c'est la dynamisation et la dilution. Alors ils vont ensemble, puisque Hahnemann se rend compte que ces produits sont souvent toxiques à forte dose, et donc il va falloir les diluer pour diminuer la dose de principes actifs et les rendre moins nocifs. Mais si on les dilue, forcément, ça perd en efficacité. Alors Hahnemann se dit qu'il va falloir dynamiser le produit, c'est-à-dire en fait secouer vigoureusement le mélange pour que le principe demeure efficace. Donc dans l'homéopathie, deux procédés sont à l'œuvre, diluer et dynamiser, c'est-à-dire secouer. Alors on voit souvent écrit sur les petites boîtes de granules 12 CH, 15 CH, 30 CH. Qu'est-ce que ça veut dire ces CH? En fait, ce sont les degrés de dilution. On va prendre l'exemple, 12 CH, vous venez de
le dire, cette mention, elle signifie tout simplement que le produit a été dilué 12 fois. Pour cela, la méthode plus souvent utilisée, c'est la méthode de dilution centésimale hahnemannienne. Donc on le voit à l'écran. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit à l'écran. C'est simple, hein. Samuel Hahnemann part d'une substance de base qu'il appelle la teinture mère, c'est ce qu'on voit en rouge, le principe actif. Donc ça peut être des plantes, des minéraux ou encore des extraits d'animaux. Il prend ensuite une goutte de cette solution mère qu'il mélange avec 99 gouttes de solvant, donc souvent de l'eau alcoolisée. Cette solution est ensuite agitée et ça y est, vous avez produit une solution contenant un CH. Pour obtenir 2 CH, il faut répéter l'opération, prélever une goutte de la solution à un CH et la diluer à nouveau avec 99 gouttes d'eau alcoolisée, puis de nouveau secouer. Dans le cas de notre produit contenant 12 CH, on a répété cette opération 12 fois. Autrement dit, plus le CH est élevé, plus la solution est diluée. Pour vous donner un exemple, on va le voir également sur une carte, une dilution de 12 CH correspond à une goutte d'eau dans tous les océans de la planète. Et certains produits vont même jusqu'à 30 CH, c'est-à-dire 30 dilutions comme ça, comme on vient de le voir. Donc c'est moins qu'une goutte d'eau dans tous les océans de la planète. Voilà, c'est ça. D'accord, dans une granule. Exactement. Ouais. Et donc, autrement dit, justement, comme vous venez de le souligner, il y a au bout d'un moment aucune probabilité qu'il y ait, quasiment aucune probabilité qu'il y ait du principe actif dans les produits. Alors, la dilution centésimale hahnemannienne n'est pas la seule utilisée, hein, mais il y a d'autres méthodes, mais elles sont à peu près sur le même principe. Et alors, de quel statut bénéficient les produits homéopathiques aujourd'hui en France ? Alors, selon la loi française, l'homéopathie peut être un médicament. C'est en tout cas ce qui est inscrit dans le Code de la santé publique. Je cite, un médicament homéopathique, c'est tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique. Donc, ce qu'on vient juste de voir avec l'histoire des dilutions. Mais ces médicaments, ils ont un statut spécifique. Ils n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché. Vous savez, ce sont ces autorisations qu'on délivre pour tous les médicaments commercialisés en France. C'est les autorités sanitaires qui les délivrent. Et pour avoir ces autorisations, il faut faire la preuve de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité du médicament. Or, la plupart des médicaments homéopathiques, aujourd'hui, ils n'ont besoin que d'un enregistrement pour être autorisés. Et là, le Code de la santé publique dit qu'il y a 3 conditions nécessaires. Que le médicament soit pris par voie orale, donc par la bouche, qu'il n'y ait aucune indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage et qu'il y ait un degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, certains médicaments homéopathiques sont remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 30%. Christian Lehmann, je me tourne vers vous. On voit que les produits homéopathiques sont extrêmement dilués. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux dilutions les plus faibles, il y a quand même du principe actif dans ces produits homéopathiques ? Je vais vous dire, en 1796, probablement. En 1796, probablement. Mais maintenant, on sait ce que c'est qu'un atome, on connaît le nombre d'Avogadro et on sait que si on dilue au-delà de 9 CH, il ne reste plus rien à l'intérieur et à 30, rien de plus. Ce qui est étonnant dans ce que vous mettez en avant, c'est... Enfin, on est à Poudlard, quoi. On est dans Harry Potter. On a des principes qui correspondent à rien scientifiquement. Le principe de dilution, vous avez parlé de la dilution hahnemannienne, il y en a une que je trouve encore plus géniale, c'est la dilution korsakovienne. Vous mettez une goutte dans 99 gouttes, vous secouez, et là, au lieu de reprendre une goutte, vous balancez tout, et vous recommencez. Et on pense que le produit est sur la surface. Le produit, c'est ce qui reste collé à la paroi. Et ça, que dit la science ? Est-ce que ça a été prouvé ? Mais attendez, il n'y a aucune preuve. On va être clair, on va spoiler la fin de la série. Il n'y a aucune preuve d'efficacité d'aucun produit homéopathique, jamais. Ce qui est terrible, c'est qu'en 1796, Hahnemann, c'est pas ni un arnaqueur, c'est un médecin qui est, semble-t-il, mal à l'aise avec la violence de la médecine de son temps. Les saignées, les purgatifs pour faire vomir les gens, etc. On imagine ce que c'était. Et qui cherche désespérément à sauver l'humanité, comme tout le monde. Et donc il a cette illumination, le semblable va traiter le semblable. La dynamisation, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il court à cheval, il accourt à cheval près de ses malades. Et il a l'impression que quand il arrive avec ses fioles, si le cheval a couru vite et que les fioles ont été très bousculées,
le patient va aller mieux. La réalité, c'est que probablement, si le cheval est allé vite, le médecin est arrivé plus vite au chevet du patient. Mais basé sur des erreurs logiques comme ça pendant 250 ans, une pratique non conventionnelle, ça commence à faire beaucoup. Il n'y a rien dans les tubes. Dans certains pays comme les États-Unis, on doit marquer sur chaque boîte « n'a aucune preuve d'efficacité connue ». On reviendra après sur la situation de l'homéopathie à l'international. Mais pourtant, tous les hivers, on est quand même confronté à un bon nombre de publicités, notamment envers un des produits phares, un produit homéopathique phare, qui, je cite, est indiqué dans les états grippaux avec frissons, courbatures et fièvre, et qui peut être pris à tort pour un vaccin homéopathique. Je parle de l'oscillococcinum. Comment c'est fait? Comment c'est fabriqué l'oscillococcinum? Il n'y a pas de principe actif? Alors, je vais vous dire comment c'est fait, mais d'abord, vous avez remarqué que c'est interdit en France la publicité sur le médicament. Et donc, si la publicité pour oscillococcinum est autorisée, c'est que ce n'est pas un médicament. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un produit, c'est pas un médicament. C'est pas un médicament parce qu'il n'a pas fait la preuve de son efficacité. Alors, qu'est-ce que c'est que oscillococcinum? Dans les années 1918, 1919, 1920, il y a un médecin qui s'appelle Roy, R-O-Y, qui s'occupe de jeunes soldats qui ont la grippe espagnole. Et avec son microscope optique, il a l'impression de découvrir quelque chose sur les lames, une espèce de petite bulle ronde qu'il appelle un oscillocoque, et il le voit sur d'autres préparations. Il dit c'est ça qui donne la grippe. D'accord ? Et il va le trouver sur des produits très différents. Il se dit que si on utilise ce produit qui donne la grippe en prenant l'effet de similitude, on va pouvoir guérir des grippes. Et comme ça se trouve un peu partout, il décide d'en prendre dans du foie de canard. D'accord ? Alors, ensuite, le produit va être fait à partir de foie de canard hydrolysé. Aujourd'hui encore, il y a un canard qui permet au laboratoire français de se faire des couilles de canard en or tous les ans en vendant du rien. Mais le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas l'oscillocoque qui n'existe pas et qui n'a jamais été retrouvé après qui donne la grippe. C'est le virus de la grippe qu'on ne peut pas voir au microscope optique. Et on se pose la question de savoir si ce que voyait Roy, ce n'était pas des bulles d'air coincées sous sa lame qui bougeaient et qui effectivement n'ont rien à voir avec la grippe. Donc sur un principe de base qui est totalement faux, chaque année on sacrifie un canard, on laisse macérer ses abats pendant 1 mois et ensuite on dilue ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et on vous dit que ça va vous soigner de la grippe, ce qui pose quand même des problèmes moraux et éthiques majeurs parce que la grippe c'est une maladie qui peut être grave, qui peut être parfois mortelle. On peut se poser la question de savoir si les pouvoirs publics sont dans leur rôle en laissant croire à des patients qui sont protégés l'hiver avec ce produit qui, comme vous l'avez dit, a un statut dérogatoire et n'est pas un médicament. Et on reviendra après sur les problèmes éthiques que ça pose. Mais Aurélie, certains partisans de l'homéopathie ont quand même une théorie pour tenter d'expliquer comment ces produits pourraient agir, alors que, comme on l'a vu avec le docteur Lehmann, il n'y a pas de substance active dedans. Je parle de la théorie de la mémoire de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors c'est une théorie un peu ancienne. Elle date d'un article de Nature publié en 1988 par l'immunologue français Jacques Benveniste et ses collaborateurs. Alors, il explique, comme vous l'avez dit, que l'eau aurait une mémoire. Donc, pour faire simple, il suffirait de placer une molécule dans de l'eau, de dynamiser, donc comme on vient de voir, on le voit à l'écran. Voilà, de secouer, et pour que l'eau conserve les propriétés de cette molécule, et cela malgré des nombreuses dilutions. Donc voilà, on le voit à l'écran, le bac à droite aurait du coup conservé les propriétés. Selon cette théorie. Voilà, selon cette théorie, les propriétés de la molécule. Et cela, du coup, même après qu'il n'y ait plus de substances actives dans le produit. Cet article, il a été très critiqué à l'époque de sa sortie. Il a même fait l'objet d'un démenti dans la revue Nature 1 mois à peine après sa publication. Et pour cause, les résultats du professeur Benveniste n'ont jamais pu être reproduits. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques fidèles à cette théorie, notamment le professeur Luc Montagnier, qui est le prix Nobel de médecine de 2008 pour la découverte du sida. Mais encore une fois, pour le moment, ces travaux ne font pas du tout de consensus dans la communauté scientifique puisque les résultats n'ont pas réussi à être reproduits. Juliette Ferry-Danini, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut dire que parce qu'on ne sait pas encore comment l'homéopathie fonctionne, parce qu'on n'a pas encore de preuves de son efficacité, ce n'est pas efficace? Et est-ce que ça veut dire qu'on ne trouvera jamais de preuves scientifiques que c'est efficace? C'est peut-être une question puérile, mais... Non, je pense que ce n'est pas du tout
Une question idiote. Enfin, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la question du comment ça marche. Et on vient de voir que c'était physiquement impossible que ça marche, puisque... Ça, on en est sûr. Voilà, ça c'est pas possible. Et chimiquement, ça va à l'encontre de tout ce que les chimistes pensent. Donc voilà. Et après, il y a la question du est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, indépendamment de savoir si on connaît le mécanisme physico-chimique de l'homéopathie, indépendamment de ça, est-ce que ça a un effet sur les patients ? Est-ce que ça les guérit ? Et en fait, donc, il faut bien distinguer les deux. Et il est tout à fait plausible. Et on a parfois utilisé des médicaments dont on ne connaissait pas le mécanisme, on ne sait pas comment ils fonctionnent, ou un procédé. Et en même temps, on a montré par des essais cliniques que ça marchait. Voilà. Et donc, certains partisans de l'homéopathie utilisent ce genre de procédé pour dire que peut-être, peu importe le processus physico-chimique, peut-être que ça marche. Et malheureusement, même de l'autre côté, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, le consensus scientifique est que ça ne fonctionne pas. Toutes les revues systématiques qui sont une synthèse de tous les essais cliniques qui existent. Donc, ces revues systématiques qui sont faites montrent que l'homéopathie n'a pas d'effet au-delà du placebo. Alors justement, alors je me tourne vers vous. On entend souvent ça. L'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours sur BFM TV. Elle a dit que c'est probablement un effet placebo. Est-ce que, alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce fameux effet placebo ? Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un placebo. Un placebo, c'est tout simplement un produit qui ne contient aucun principe actif, mais qu'on présente comme efficace. Donc normalement, ce faux médicament ne devrait avoir aucun effet sur votre corps. Et pour autant, on voit des effets thérapeutiques. C'est le fameux effet placebo. Alors l'exemple le plus parlant, je trouve que c'est le bisou magique. Un enfant qui tombe, on va lui frotter le genou, on va lui faire un petit bisou sur son genou. Il arrête instantanément de pleurer, il a plus mal, il repart jouer avec ses copains. Mais l'effet placebo, c'est aussi le remède miracle qui a soulagé des soldats blessés lors de la Seconde Guerre mondiale, où un anesthésiste américain, en manque de morphine pendant la Seconde Guerre mondiale, a dû trouver une technique et a injecté de l'eau salée sans rien dire à ses soldats, et les soldats se sont sentis beaucoup mieux, les douleurs ont été soulagées. Mais on sait aussi que l'effet placebo, c'est pas seulement l'efficacité d'une pilule de sucre ou un petit geste réconfortant, il contribue aussi à l'efficacité de vrais médicaments, comme par exemple, je sais pas, le paracétamol que vous prenez parce que vous avez mal à la tête. Quelques minutes après avoir pris votre paracétamol, vous avez moins mal à la tête, mais c'est pas parce que le médicament a déjà fait effet, c'est tout simplement parce que vous venez d'avaler un paracétamol et que vous pensez et vous savez que le médicament va vous faire du bien. Et comment on peut expliquer cet effet placebo physiologiquement, dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, avant de vous expliquer ce qui se passe dans le corps, en fait cette réaction dans le corps, elle s'explique d'abord par ce qui se passe dans la consultation avec votre médecin. En fait, l'effet placebo, on l'a démontré à plusieurs reprises, ça dépend d'un contexte, ça dépend surtout de la relation entre vous et votre médecin. Ça dépend aussi en fait, du rituel de la consultation médicale. Quand vous allez voir votre médecin, vous savez, vous pensez, vous êtes persuadé qu'il va vous aider à guérir. Quand il vous donne des cachets, quand il vous fait une prescription, vous êtes persuadé que cette prescription va vous aider à aller mieux. Et si en plus il est empathique, qu'il vous écoute et qu'il a des gestes attentionnés envers vous, vous êtes sorti de la consultation, vous allez déjà mieux. Et alors, ce qui est encore plus beau avec l'effet placebo, ce qui est encore plus surprenant, c'est que même quand un médecin est honnête avec son patient qui lui dit « ce que je vais vous donner, c'est un placebo », l'effet placebo fonctionne. Donc ce qui suggère en fait que rien que le fait de recevoir un soin permet d'aller mieux. Mais attention, on n'y est pas tous sensibles. On sait qu'environ 30% des patients sont sensibles à l'effet placebo. Mais chez ces personnes qui sont sensibles à l'effet placebo, on voit de vraies réactions biologiques, comme vous le disiez. On voit par exemple, si Aurélie, je lui donne un comprimé en lui disant que c'est un excitant, eh bien son rythme cardiaque va accélérer quelques heures après avoir pris ce traitement, alors qu'il n'y a rien. Si le docteur Lehmann se fait très mal à la main, il tombe, il se fait très mal à la main, je lui donne un comprimé en lui disant c'est un antidouleur, mais en fait c'est un placebo, eh bien son cerveau va produire naturellement des endorphines qui sont des antidouleurs naturelles. Et si je place le cerveau du docteur Lehmann ou d'Aurélie à l'imagerie cérébrale, je vais voir des réactions, je vais voir les zones, par exemple chez le docteur Lehmann, les zones du cerveau liées à la perception de la douleur s'activer.
D'accord. Et dans le cas de l'homéopathie, comment on sait que c'est cet effet placebo qui est à l'œuvre? Alors, on le sait parce que des chercheurs ont comparé l'efficacité des granules d'homéopathie à celle d'un médicament en utilisant les mêmes règles qu'on utilise pour n'importe quel médicament, des essais cliniques qui doivent être utilisés pour tout laboratoire avant de mettre un médicament sur le marché. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple on le voit à l'écran, je vais prendre par exemple l'exemple d'un paracétamol qui doit prouver son efficacité pour le mal de tête. Je vais prendre 2 groupes de patients. À l'un, je vais lui donner un placebo. À l'autre, je vais lui donner un paracétamol. Si je veux vraiment bien faire les choses, je vais le faire en double aveugle. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je donne à mes patients et les patients ne savent pas ce que je leur donne. Et je regarde les résultats. S'il y a plus de guéris du côté du médicament, je vais dire que le médicament est plus efficace que le placebo. S'il ne l'est pas, le médicament n'est pas efficace. Et quand on a fait ces tests-là avec l'homéopathie, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de guéris du côté homéopathie que du côté placebo. Du coup, l'homéopathie se limite à un effet placebo. Oui, et la plupart des études indépendantes et bien menées sur la question ont abouti au même résultat. En 2015, le principal organisme de recherche australien a passé en revue plus de 200 études qui ont essayé de trouver l'efficacité de l'homéopathie. Cet organisme de recherche a conclu qu'il n'existait à l'heure actuelle aucune preuve solide, une quelconque efficacité de l'homéopathie dans le traitement d'aucune maladie. On voit la citation à l'écran. En septembre 2017, donc très récemment, c'était au tour des académies des sciences européennes, y compris l'Académie des sciences françaises, de s'exprimer sur la question et de conclure que les revendications scientifiques de l'homéopathie ne sont pas plausibles et sont incompatibles avec les concepts établis de la chimie et de la physique. Et pourtant, l'homéopathie fait l'objet d'un engouement certain en France. On compte à peu près 5000 médecins homéopathes, c'est-à-dire qui ont un diplôme d'homéopathie. Et puis, selon un sondage réalisé en 2012 pour les laboratoires Boiron, on sait qu'un Français sur 2 environ a recours au moins une fois par an à l'homéopathie en automédication. Et une étude publiée en 2015 a montré qu'environ 10% des patients, surtout des femmes et des enfants, se font prescrire de l'homéopathie par leur médecin au moins une fois par an. Alors, Juliette Ferry-Danini, Christian Lehmann, je me tourne vers vous. Cette situation est paradoxale parce qu'on se retrouve avec un médicament, enfin un produit qui a le statut de médicament, qui a priori ne contient pas de substance active, du moins jusqu'à preuve du contraire, et pourtant qui est apprécié de la population. Est-ce que c'est une situation propre à la France? Qu'est-ce qui se passe à l'international? À l'international, on l'a dit, en Australie, la messe est dite. En Angleterre... Donc ce n'est pas remboursé? Ça va être déremboursé, ou en tout cas, ça doit l'être. En Angleterre, le National Health Service, le service de santé, va cesser de rembourser l'homéopathie. L'Académie des sciences européennes, vous en avez parlé. En Espagne, il y a un mouvement qui est similaire au nôtre. Et les 3 grandes facultés, je crois que c'était à Séville, Grenade et la dernière à Barcelone, qui avaient ouvert il y a 5-6 ans des formations universitaires d'homéopathie, ont dit, et la dernière c'était Barcelone il y a 15 jours, on a fait une grosse connerie, là on va arrêter ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez le choc intellectuel que ça peut être dans une université de dire... On a fait une erreur suffisamment grande pour qu'au lieu de la glisser sous le tapis, on cesse ça. Parce qu'en France, l'homéopathie est enseignée dans les facultés de médecine. Elle est enseignée dans certaines facultés de médecine, certaines financées par le laboratoire, et ça pose donc un problème majeur qui est celui du lien d'intérêt du laboratoire à former des gens. C'est pour ça que c'est vers l'Ordre des médecins qu'on s'est tourné. L'Ordre des médecins, dans les 48 heures, a dit qu'il allait interroger l'Académie de médecine, la Haute Autorité de santé et le gouvernement. L'Académie de médecine qui a déjà statué depuis 2004 en considérant que ça n'avait pas d'intérêt et qu'il fallait le dérembourser. Le gouvernement, le lendemain de notre tribune, il y a eu les services d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui ont sorti un communiqué. Le ministère rappelle que les pratiques de soins non conventionnels ne s'appuient pas sur des études scientifiques ou cliniques montrant leurs modalités d'action, leurs effets, leur efficacité ou encore leur non-dangerosité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait de la même manière que certaines inventions, photographie, la radio, etc., ont pu être inventées quasiment au même moment sur des continents différents. Ce qui se passe là, ce n'est pas une action concertée d'horribles médecins à la solde de l'industrie pharmaceutique. C'est juste qu'à un moment, la médecine change suffisamment pour que dans le rapport au patient, on se dise, comme disait Abraham Lincoln, on peut mentir à tout le monde un certain temps, on peut mentir à certaines personnes tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps.
Avant de nous tourner vers les considérations, enfin les problèmes éthiques que l'homéopathie peut poser, Aurélie et Anne-Laure, est-ce qu'on a des questions de la part des internautes? Est-ce que ça suscite des réactions? Alors oui, on a des questions d'internautes. On a notamment Patrick sur Facebook qui nous dit quid des médicaments homéopathiques sur les animaux? J'imagine qu'il fait référence à un propriétaire de chien, de chat, qui donne une granule d'homéopathie et qui se dit mon animal va mieux. Parce que c'est utilisé aussi sur les animaux, hein, l'homéopathie. L'effet placebo a été bien remarqué aussi chez les animaux, chez les enfants en bas âge, etc. Mais généralement, ça s'explique assez facilement avec le contexte. C'est-à-dire que vous allez mieux vous occuper de votre animal, de votre bébé. Vous allez le cajoler, vous allez, je ne sais pas faire ce que vous allez faire, mais en gros, c'est ça en fait l'effet. Vous avez déjà donné un comprimé à un chat, vous avez déjà brossé votre chat après qu'il soit blessé, etc. Vous vous sentez bien, vous avez l'impression de l'avoir aidé, lui-même il est heureux, vous vous sentez mieux, enfin c'est une évidence. Les gens qui disent « Ah oui, moi j'en ai donné à mon cocker, il allait mieux ». Le cocker, il n'est pas allé tout seul à la pharmacie avec ses petites pattes pour acheter de l'arnica montana. C'est un être humain qui l'a acheté, qui a fait un choix, qui est persuadé qu'il est en train d'aider son animal, qui lui met le granule dans la bouche, t'as été gentil, tu l'as avalé, qui le câline, et qui a l'impression au moins de ne pas laisser son animal dans la souffrance. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a du mal à croire que les animaux soient sensibles à ces gestes-là. Attends, mais tous les animaux sont sensibles à l'angoisse, au contraire à la sérénité de leur maître. Ouais. Et c'est ça qui se joue. Puis aussi, ensuite, c'est la personne qui va évaluer que l'animal va mieux, c'est son maître. Et en fait, aussi un biais à ce niveau-là, il peut très bien penser que l'animal va mieux puisque s'en est occupé. Et le maître s'est dit, j'ai donné un traitement homéopathique à mon animal, donc il va aller mieux, donc je trouve qu'il va mieux. Et effectivement, il peut aussi avoir l'effet placebo qui se rajoute à ça aussi. Et on a également une question d'Olivier sur Facebook qui nous demande d'évoquer un peu l'effet nocebo. Est-ce qu'à l'inverse, l'homéopathie peut avoir des effets nocebo? Alors qu'est-ce que c'est que l'effet nocebo déjà? L'effet nocebo, c'est ce qu'on a vu avec la pitoyable affaire du lévothyrox en France, où on a demandé au laboratoire de modifier la formule du lévothyrox pour la rendre plus stable dans le temps. Et certains patients ont ressenti des modifications parce que c'est très difficile à doser les hormones thyroïdiennes, ont ressenti des modifications, ont commencé à être très angoissés, et quand c'est sorti dans la presse, etc., et qu'ils ont eu l'impression qu'il y avait eu un complot des laboratoires pharmaceutiques et du gouvernement pour leur faire du mal, il y a eu ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, au-delà de ceux qui déjà se plaignaient, avaient ressenti une modification, sont partis en panique. Donc ça a été, j'ai envie de dire, c'est un effet placebo négatif inverse. D'accord. Voilà. Et un effet nocebo, il va y en avoir le jour où il y aura suffisamment de gens qui vont se dire mais en fait, ce qu'on me donnait là depuis des années, c'est du sucre. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dans les granules d'homéopathie, qui disent mais moi je me soigne avec ça parce que les plantes c'est bon pour la santé, sauf qu'il n'y a pas de plantes dedans, il y a du sucre et du lactose. À ne pas confondre avec la phytothérapie. Voilà, exactement, ça n'a rien à voir. Et donc l'effet nocebo, il est en route quand les gens se rendent compte qu'en fait, on ne les a pas informés sur ce qu'on leur donnait. La question, c'est combien de temps est-ce qu'on peut garder un foulard sur les yeux de la population ? On enchaîne tout de suite avec une problématique éthique. On en a un petit peu parlé un peu plus tôt. Donc voilà, les produits homméopathiques, comme on l'a vu, ne sont pas plus efficaces qu'un placebo et du coup, ça pose problème. Pourquoi ? Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'article 39 du Code de déontologie médicale qui est imposé aux médecins. Alors il dit que les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. Je me tourne vers nos invités. La question est la suivante. Les fabricants d'homéopathie, les médecins qui en prescrivent et les autorités sanitaires qui autorisent cela, sont-elles en droit pour le bien des patients de les tromper, voire d'ignorer les données acquises de la science ? Je me fais avocat du diable, mais la question est là. Si je peux me permettre d'intervenir. Si on suit les multiples passages dans le Code de la santé publique, on ne peut jamais en fait tromper son patient, même pour son bien. C'est interdit. C'est interdit. Donc, est-ce que donner l'homéopathie, c'est tromper son patient ? Attendez. Je pense qu'on peut
rappeler, en plus de l'article 39, l'article 32, qui dit que le médecin doit donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Donc il y a celui-ci. On peut aussi rappeler la loi du 4 mars 2002, selon laquelle toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, des décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on pourrait croire que finalement, respecter le consentement d'une personne, c'est suivre ses préférences et c'est tout. Sauf que ce n'est pas ça que veut dire en tout cas la loi. Le consentement libre et éclairé, il est libre et éclairé. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire éclairé ? Ça veut dire qu'il doit se fonder sur la transmission d'informations par le médecin. Pas toutes les informations, le médecin ne peut pas tout expliquer. Il ne peut pas expliquer tout le mécanisme, il ne peut pas expliquer toutes les revues systématiques qui ont été faites, etc. Et donc, pour revenir à l'homéopathie, si un professionnel de santé prescrit un médicament homéopathique à son patient, sans lui donner l'information qui est que ça ne sera jamais plus efficace qu'un placebo, en tout cas, qu'en plus l'effet placebo en fait restera faible, alors il ne lui donne pas les bonnes informations pour faire sa décision. Et donc sa décision ne sera pas faite dans un cadre de consentement libre et éclairé. Il y aura peut-être une décision libre, mais elle ne sera pas fondée sur de bonnes informations. Et donc ça sera à l'encontre de la loi surtout. Donc si je vous suis, il est autant regrettable qu'un médecin homéopathe prescrive des granules d'homéopathie sans expliquer que c'est un placebo, qu'un médecin qui vous prescrit des antibiotiques alors que vous avez une angine virale et on sait pertinemment que les antibiotiques ne seront pas efficaces mais qui feront plus de mal au patient. Dans les deux cas, le médecin n'a pas expliqué à son patient pourquoi est-ce qu'il prescrivait et les effets de ce médicament. Oui, dans tous les cas, il y aura... Christian Lehmann, une réaction. Oui, je pense que vous avez... Il y a une responsabilité politique à ce qui se passe. Quand elle se retrouve sur un plateau, Agnès Buzyn explique que si, de toute façon, si ça ne fait pas de mal et que les gens aiment ça, on peut continuer à le rembourser. Mais, moi, comme je dis souvent, la musique, ça me fait du bien. Je ne demande pas aux gens de rembourser mes vinyles de l'intégrale de Ennio Morricone. Mais ce qu'elle fait là, elle le fait aussi sur des pratiques conventionnelles. Il ne faut pas croire qu'on est là en train de taper sur ces médecines non conventionnelles parce qu'on serait dans notre forteresse et que tout ce qui est fait en médecine conventionnelle, c'est bien. Je fais partie des premiers à avoir alerté sur l'inutilité et la dangerosité des médicaments contre l'Alzheimer, dont on savait depuis des années qu'ils ne servaient à rien. Qui sont encore remboursés aujourd'hui. Qui sont encore remboursés. Xavier Bertrand, puis Roselyne Bachelot, puis Marisol Touraine, puis Agnès Buzyn ont le dossier sur leur bureau depuis des années. On continue à dépenser des centaines de millions d'euros par an pour des médicaments qui ne retardent pas l'entrée des patients dépendants dans les établissements de soins, qui ne ralentissent pas leur dégradation et qui, cerise sur le gâteau, augmentent le risque de faire des accidents vasculaires. Ça fait des années qu'on le sait et la ministre, alors que la Haute Autorité de Santé l'année dernière avait dit « bon, il faut arrêter », continue à les rembourser parce qu'elle n'est pas ministre de la Santé et du Social, elle est ministre de la paix sociale. Il ne faut pas désespérer Billancourt, il vaut mieux mentir à la population que risquer de faire des remous. Et justement, la ministre a déclaré, comme vous le disiez, le 12 avril dernier au micro de BFM Télé, que l'homéopathie est probablement un placebo, les Français y sont attachés, et si ça peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques, nous y gagnons collectivement, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que Agnès Buzyn entend par éviter d'utiliser des médicaments toxiques ? Est-ce que l'homéopathie protégerait de ça ? Enfin, comment on peut comprendre cet argument ? Je dirais que c'est un magnifique exercice de pipeau politique, mais qu'il est dommage qu'elle n'ait pas lu le 12 avril le texte que le Premier ministre avait sorti le 20 mars. Et qu'elle est on voit bien d'une émission à l'autre, elle est dans une espèce de rétro-pédalage. Ça ne fait pas de mal, on va voir si, etc. Et tout. Mais en réalité, ça ne fait pas de mal, puisqu'il n'y a pas de principe actif, donc il n'y a pas d'effet secondaire possible. Écoutez, je ne savais pas qu'on était avec un excédent de sécurité sociale tel qu'on pouvait balancer 200 millions
Ouais, on y viendra après sur le d'euros. financement. Voilà, je ne crois pas. Donc ne fais pas de mal. Je laisse Agnès Buzyn et son mauvais diagnostic. Juliette Ferrandini, Disons une que- réaction. Là, je pense aussi, ça témoigne, et ça renforce, parce que du coup, ce qu'elle dit renforce la confusion, mais comme le disait le docteur Lehmann tout à l'heure, on n'est plus au 19e siècle. Certes, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires très toxiques, typiquement en cancérologie, mais ce n'est pas dans le cas de la cancérologie qu'on va donner de l'homéopathie. C'est deux choses différentes. Donc là, je me demande, c'est pas vraiment mon avis de philosophe, mais je me demande, est-ce que les médicaments qu'on prend à la place de l'homéopathie, qu'on prendrait à la place de l'homéopathie, est-ce qu'ils seraient vraiment si dangereux que ça? Ensuite, est-ce que je passe... Je sais plus ce que je voulais dire. On peut enchaîner avec justement le coût de l'homéopathie. C'est d'ailleurs un argument qui a été évoqué par la ministre au micro d'Europe 1 le 19 avril dernier. On va passer l'extrait. Si on doit se poser la question du remboursement de l'homéopathie, on doit plus généralement se poser la question du remboursement de médicaments très peu efficaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente une somme assez réduite pour la sécurité sociale. En fait, c'est quelques dizaines de millions d'euros. C'est pas non plus cela qui va permettre de faire des économies importantes par rapport aux enjeux financiers de remboursement des soins. C'est pour ça que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Alors, selon les chiffres 2017 de l'assurance maladie, le montant des remboursements de l'homéopathie prescrite par des médecins était de 55,8 millions d'euros. Alors, effectivement, ça fait peu par rapport aux 18 milliards d'euros remboursés par l'assurance maladie pour les médicaments chaque année. Pour être exact, ça fait seulement 0,31% de cette somme totale. Mais finalement, c'est quand même pas dérisoire à un moment où on cherche à faire des économies. Par ordre de comparaison, ça permettrait d'employer, de salarier à l'hôpital 625 médecins ou 1470 infirmiers ou 1900 aides-soignants. Comment on peut comprendre cet argument? C'est pas grand-chose, quelques dizaines de millions d'euros. On peut le dire déjà en disant que ce à quoi on vient d'assister là, c'est un naufrage intellectuel et moral en direct. Je veux dire, d'ailleurs, moi, je suis désolé, mais elle est rouge, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est gênée, ça ne coûte pas très cher, on va voir. Il faudrait aussi dérembourser les médicaments qui ne servent à rien. Et Agnès, le dossier des anti-Alzheimer, il est sur ton bureau depuis l'année dernière. C'est quoi un coût les anti-Alzheimer? Est-ce que c'est beaucoup plus que l'homéopathie? Je crois qu'on est... C'est moins. Alors, attends, non, je crois qu'on était à... Quand on s'est penché sur la question, à l'époque, on était à 250 millions d'euros par an et ça fait au moins 8-9 ans qu'on aurait dû arrêter et qu'elle continue. Donc elle est en train de nous dire... Non, elle a rien... Elle était présidente de la HAS quand la HAS a recommandé le déremboursement. Non, C'est Marisol Touraine, qui était alors ministre de la Santé, qui a dit stop sur le dossier en disant qu'elle continuerait à rembourser. Et elle n'est pas en situation là, Oui, aujourd'hui non, mais je ne dis pas qu'elle a... Non, mais attends, je ne dis pas qu'elle a perdu 250 millions d'euros par an. Je dis que les quatre là que j'ai nommés, Bertrand, Bachelot, Touraine et Buzyn, c'est la même chose. C'est la santé publique, d'accord, mais la paix sociale avant tout. C'est là où je vous rejoins, c'est que sur le fond, si on continue sur le débat autour des anti-Alzheimer, c'est que au départ à la HAS, elle avait essayé, Marisol Touraine avait dit stop. En revanche, quand elle a pris le poste du ministre de la Santé, Agnès Buzyn avait clairement dit qu'elle était pour la pertinence des soins. Et là, c'est vrai que sur l'homéopathie, on ne voit plus Agnès Buzyn comme elle était en mai dernier. Ni sur les anti-Alzheimer. Dire qu'on est pour la pertinence des soins, c'est bien, le prouver, c'est encore mieux. Une réaction peut-être? Oui, c'est juste que... Un médicament peu efficace, de toute façon, est plus efficace qu'un placebo, puisqu'il est passé par tout le procédé que nous a rappelé Anne-Laure de distinction entre deux cohortes. Et juste pour revenir sur ça fait pas de mal, si on donne à quelqu'un quelque chose qui n'a presque pas d'effet, ou un effet placebo, alors qu'il aurait pu avoir un médicament qui fonctionne, qui a un vrai effet, là, on refuse à la personne la possibilité d'un soin. Mais à partir du moment où c'est prescrit par un médecin qui est censé poser un diagnostic, de toute façon, on peut se dire que le médecin ne va pas prescrire d'homéopathie si jamais il y a vraiment une pathologie qui demande un médicament avec substance active. Excusez-moi, et vous connaissez des pathologies qui nécessitent des médicaments sans substance active? Non. Non, il n'y en a pas. Non, vous avez répondu à votre question, c'est bien. C'est-à-dire peut-être que un simple rhume viral. Non, attendez, vous pouvez aller chez un médecin
avec un gamin qui a de la fièvre, vous êtes inquiet, ou avec un adulte qui a de la fièvre et qui tousse et qui a besoin, pour ne pas infecter son open space, de 2 jours d'arrêt de travail, vous l'examinez, vous le rassurez, vous lui dites, malgré le fait que tu te sentes gêné, ton auscultation pulmonaire est strictement normale, ta saturation est à 99, il faut juste que tu te reposes et que tu balances pas tes virus partout, et il sort de chez vous avec une ordonnance sur laquelle il y a du paracétamol, une corne pour se nettoyer le nez. Vous n'êtes pas obligé de rajouter 4 lignes pour dire « Ah, cette consultation, elle valait vraiment le coup d'avoir lieu ». Ce que je veux dire, c'est que le rôle du médecin, c'est pas d'en rajouter sur l'ordonnance pour dire « Vous avez bien fait de venir me voir ». Mais homéopathie ou non? Ou pas, on est d'accord. Un tour du côté des réseaux sociaux. Est-ce qu'on a des réactions? Oui, on a des réactions, notamment Stécry sur lefigaro.fr. Il demande justement, est-ce que pour vous, le problème est que l'homéopathie existe en soi ou le problème, c'est qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale? Dr Lehmann. Parce que dans la tribune, on ne dit pas non plus qu'il faut interdire totalement l'homéopathie. Attendez, moi, j'interdis pas aux gens de croire que Poudlard existe quelque part, de croire que Luke Skywalker va défoncer l'étoile noire. Je veux dire, on a tous le droit de rêver, ok? Mais je dis que dans un environnement contraint, ça me pose un problème moral de savoir qu'on ne rembourse pas les consultations de psychothérapie des gosses qui vont mal, qu'on ne rembourse pas les consultations de nutrition et diététique de gens qui sont obèses et à qui ça va poser des problèmes vasculaires, et qu'Agnès Buzyn, dans sa grandeur financière, dit « Allez, ce ne sont que 60 millions ». Alors que la même va ricaner en entendant une aide-soignante dire au président de la République « On a besoin de moyens dans les EHPAD ». À un moment, il faut arrêter d'être obscène. Une réaction, Juliette Favalini? Je peux juste rajouter des éléments peut-être de clarification pour bien poser le cadre, parce qu'on a parlé beaucoup, on a utilisé beaucoup de mots éthique, morale, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, il y a plusieurs en fait. Il nous reste quelques minutes, donc allez-y rapidement. Pour vous dire, on reprend souvent les piliers de la bioéthique de Childrech et Beauchamp. Et du coup, c'est l'idée qu'il faut, en médecine, qu'on respecte 4 principes. La bienfaisance, on a vu que ça pouvait peut-être faire du mal de ne pas donner le bon médicament. La non-malfaisance, certes, l'homéopathie apparemment ne fait pas trop de mal. Troisièmement, la question de la justice. Et c'est là que ça pose problème, c'est-à-dire que tout système de santé doit faire des choix au niveau du remboursement et de l'allocation des ressources. Or, si on choisit de donner des ressources à des choses on a prouvé qu'elles n'avaient pas d'efficacité, on enlève ces ressources pour des choses il y a plein de traitements qui marchent très bien en France qui ne sont pas remboursés, telle pilule qui n'est pas remboursée, les soins dentaires, les soins de lunettes, etc. Donc c'est au niveau de la justice que ça pose problème. Un mot pour finir sur la dangerosité des médecines dites alternatives et de l'homéopathie en particulier. Comme c'est évoqué dans la tribune dont vous êtes le signataire, quels pourraient être les risques? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une certaine habituation au traitement médicamenteux en prenant de l'homéopathique? Et Dr Lehmann, une réaction par rapport à ces risques? Je pense que de nombreux confrères ont commencé à travailler sur cette réflexion et cette tribune ensemble parce qu'ils se retrouvaient face à des patients qui, confrontés à un choix difficile devant une maladie délicate, refusaient des soins adaptés en croyant à la puissance magique de pilules de rien. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui en médecine. C'est toujours la même chose, on dit toujours, il y a une étude, alors évidemment, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas savoir si je mens ou pas, mais il y a une étude américaine qui est sortie il y a 2 mois, je crois, américaine, il y a je crois, 2 mois, qui montrait les courbes de survie chez les gens qui se retrouvent face à un cancer et qui choisissent radiothérapie et chimiothérapie ou thérapeutique alternative, dont l'homéopathie. Alors, ce n'est pas pour dédouaner la radiothérapie et la chimiothérapie qui sont des cataclysmes pour le corps qui sont très difficiles à vivre, mais enfin, il y a une différence de survie qui est très importante. Et ça nous pose une grave question. Et puis finalement, il y a autre chose. On est dans un monde où on dit, la science est là, c'est bien établi, c'est pas de problème, on peut laisser les gens déblatérer n'importe quoi. Puis on se retrouve, et c'est la même chose dans tout un tas de choses comme l'histoire, on se retrouve avec des gens qui vous disent, oh mais la Shoah, ça n'a pas existé, ou la Terre est plate, ou les vaccins, c'est des complotistes qui veulent tous nous tuer. Donc, pendant un temps, on laisse dire ça, on dit oui, mais enfin, c'est des illuminés, etc. Et puis un jour, on se retrouve avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Voilà.
Juliette Ferridanini, un dernier mot sur les risques éventuels Il y avait cette étude qui a tourné sur les réseaux sociaux. Il me semble que c'était l'étude britannique, je crois, qui a montré une corrélation entre les médecins qui prescrivaient de l'homéopathie et qui se trompaient, qui avaient des erreurs de diagnostic, etc. Oui, ça c'était il y a 15 jours, oui. Ouais, il y a aussi plus d'erreurs de diagnostic que les médecins qui ne prescrivent pas l'homéopathie. Je crois que c'est des erreurs de diagnostic, des erreurs d'autres traitements, de prescription. Voilà. D'accord. Bon. Parce qu'en fait, du coup, c'est ça la réponse, c'est qu'on ne peut pas le dire. Nous, on n'a pas fait d'études, on n'a pas les données. Il faudrait des études, il faudrait des données pour le savoir si c'est néfaste ou pas. En France. En France. En tout cas, rien. En France, ouais, voilà. Et aussi, j'ai lu récemment que la pratique, le fait de pratiquer, d'acheter de l'homéopathie, d'en se faire prescrire, c'était corrélé avec la méfiance par rapport au vaccin. Alors, on sait que la méfiance par rapport au vaccin peut avoir des conséquences assez dramatiques. C'est une corrélation, mais ça pose, ce que je disais en introduction, ça repose la question de la confiance en la science. Et je pense que le discours de la ministre de la Santé, elle rajoute à la confusion. On ne sait plus quoi croire. Enfin, les gens, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? C'est utile, c'est inutile, on rembourse pas. C'est pas clair du tout. Plus de rigueur scientifique et de rigueur au niveau des politiques de santé publique. Voilà, c'est les institutions scientifiques aussi qui doivent essayer de se rattacher, de reprendre cette confiance aussi. C'est pas la faute que. C'est déjà la fin de cette émission. On espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je remercie vivement nos deux invités, le docteur Christian Lehmann, médecin généraliste, et Juliette Ferridanini, chercheuse en philosophie des sciences. Merci aussi à mes deux collègues journalistes, Aurélie Franc et Anne-Laure Lebrun. À bientôt le mois prochain pour une nouvelle émission.